Réflexion très brève sur les sujets d'actualité. Une minute de silence a été observée en la mémoire du président Chirac dans cet hommage national qui donne toute la dimension à un homme qui a servi la République. Tout a été dit, ou presque, au cours de ces 4 derniers jours. Un point a moins été soulevé, et je croise le regard de Dominique Bussereau, si proche de Jean-Pierre Raffarin. Ce fut sa décision de modifier notre loi fondamentale pour inscrire dans ses articles constitutionnels le fait que désormais, à partir de 2003, la République était décentralisée. Je serais tenté de dire, même Jacques Chirac, même le gaulliste, même le président du RPR, même le grand serviteur de l'État, même le haut fonctionnaire, profondément attaché, comme nous le sommes tous, à un État fort, puissant, cohérent, capable par son équilibre de corriger les différents handicaps territoriaux, sociaux, humains, personnels, économiques et donner aussi toute la dimension à notre pays. Même cet homme, chef de l'État, a demandé à la représentation nationale de modifier la loi suprême pour affirmer que désormais la République était décentralisée. Et depuis lors, singulièrement depuis 5 ou 6 ans, nous ne cessons d'observer le contraire. Matin, midi et soir, le mouvement qui est engagé est un mouvement de recentralisation permanent, comme s'il y avait un problème culturel, d'acceptation jusque et y compris à la lecture de notre Constitution. Problème culturel, mais vous le savez bien, nous en avons discuté, cher Édouard Philippe, à plusieurs reprises, sur le fait que c'est un changement de culture que nous appelons. Alors le président de la République, à l'issue du grand débat, a accepté en quelque sorte la main tendue que nous avons formulée avec Gérard Larcher, Hervé Morin, Dominique Bussereau, Territoires Unis, incarnant par là même la volonté générale de tous les élus ici présents et de notre pays pour engager une nouvelle phase de décentralisation. Je voudrais juste vous donner 3 exemples pour nourrir notre réflexion et les débats que nous aurons ensemble dans les semaines et dans les mois qui viennent. La suppression de la taxe d'habitation, qui en fait nationalise un impôt, on transforme le contribuable local par un contribuable national. Si ce n'est pas un acte fondamental et profond de recentralisation, je ne sais pas ce que c'est. Il faut bien mesurer que le transfert et la suppression de l'impôt au niveau de l'État est un acte profond de recentralisation. On supprime une liberté locale, un lien territorial entre le contribuable, administré, usager d'un service public, et celles et ceux qui sont chargés de le représenter, pour le mettre dans les comptes publics, 23 milliards, en nous expliquant que finalement, c'est la première fois dans l'histoire qu'un impôt est supprimé pour ne pas être remplacé. Ah si, il est remplacé par quelque chose. Il est remplacé par de la dette. C'est-à-dire qu'il est gagé sur les générations qui suivent. Donc le débat que nous allons avoir ne va pas être uniquement le transfert du foncier vers les communes ou les intercommunalités, supprimant par là même, deuxième élément de recentralisation, l'autonomie complète et la libre administration des collectivités départementales, puisqu'ils n'ont plus, avec la disparition annoncée du foncier, la possibilité d'avoir la plénitude de l'approche des politiques publiques qu'ils vont porter en matière sociale. Je voudrais le dire avec respect, la décision est actée, nous sommes des républicains et nous accompagnerons. Nous sommes autour de la table, nous discutons avec Bercy et nous faisons les calculs. Mais quand même, comment parler de décentralisation et de l'autre, constater à regret la suppression d'un effet de levier fantastique que représentait ce lien et cette capacité de mobilisation et de nourrir les recettes de nos territoires. Deuxième élément, la loi de finances présentée il y a encore peu marque sur cette question de la taxe d'habitation le non-respect d'un engagement, c'est-à-dire la garantie des recettes pour l'année budgétaire prochaine. On nous annonce 300 millions de suppression de recettes budgétaires uniquement à raison d'un calcul qui fait que le gel d'une part et la problématique de la taxe d'habitation fait qu'il y aura 300 millions en moins pour les collectivités l'année prochaine. Je saisis l'opportunité de votre présence ici, Monsieur le Premier ministre, dans le cadre des arbitrages qui vous appartient de décider, pour demander à votre majorité, naturellement, de corriger cela dans le débat qu'il y aura à l'Assemblée et au Sénat. Vous l'avez fait à juste titre sur des mesures qui animait de façon assez vigoureuse la société française sur les problématiques d'avantages fiscaux concernant les personnes âgées de plus de 70 ans. Il me semble que là, vous avez une occasion formidable de mettre en cohérence l'ambition légitime et naturelle
que vous portez sur la décentralisation et d'autre part la réalité budgétaire que nous pourrons constater l'année prochaine. Je rappelle que ce sujet n'est pas médiocre. Il y aura des élections municipales, des gens vont prendre des engagements, vont mener une campagne, ils doivent savoir où ils vont mettre les pieds pour la gestion du prochain mandat municipal. Troisième élément de réflexion sur la décentralisation, et ce sera mon mot de conclusion. Alain Rousset a abordé, chacun connaît son engagement et chacun connaît aussi la réussite qui a été portée sur le développement économique de cette magnifique région. Je crois que là aussi, il faut que nous ayons une ambition élevée, collective, que nous n'y allions pas à reculons, que nous soyons vraiment aussi d'accord sur la définition de la décentralisation. La décentralisation, ça ne peut pas être la déconcentration, comme ça a été dit immédiatement en réponse à la proposition des élus. La déconcentration, l'État n'a plus les moyens de transférer des effectifs, des personnels, des fonctionnaires dans les territoires et dans les départements, et n'a plus la capacité de les porter pleinement et entièrement. J'ajoute, et Hervé Ormerin le cite très régulièrement et le dit avec là aussi beaucoup de force, si l'État, dans les années 60, 70, 80, avait une ambition légitime par une politique universelle, d'une certaine idée d'un service public garanti sur la totalité du territoire, de corriger les handicaps, aujourd'hui, par sa situation budgétaire, par son niveau d'endettement et par le cadre général de la faiblesse de ses effectifs dans nos territoires, amplifie les handicaps naturels et territoriaux. Donc si nous demandons une décentralisation supplémentaire, c'est pour avoir plus de compétences. Le domaine régional doit réfléchir en effet sur la continuité, développement économique, formation professionnelle, apprentissage et emploi. Il n'y a pas de sujet tabou. Et on est d'autant plus à l'aise ici, un certain nombre à la tribune, pour éventuellement accompagner un mouvement de transformation que nous avons été à l'origine de la transformation initiale qui n'a pas totalement fait ses preuves en la matière. Si nous considérons que les départements constituent l'échelon pertinent en matière de politique sociale et de solidarité, alors il ne doit pas y avoir de tabou non plus. La problématique de la santé publique doit être posée, surtout dans le cadre actuel, surtout dans le contexte actuel. Et si nous considérons, à juste titre, que la clause de compétence générale des communes garantit la possibilité de porter des services publics de proximité attendus par nos administrés dans toutes les communes de France et les intercommunalités dans les prérogatives que le législateur leur a conférées, alors il faut, là aussi, lever toutes les problématiques sur ce que doit être un service public de proximité. La question du sport. Je m'interroge encore sur cette idée qui a consisté à siphonner en quelque sorte le ministère des Sports pour créer une agence des sports, alors qu'un grand mouvement de décentralisation aurait permis, en confiant aux collectivités locales de proximité, la possibilité non seulement de récupérer les finances, mais aussi les effectifs et être à la hauteur de l'ambition collective que nous portons dans la perspective de 2024.